Boum! Encore un nouveau cadre. Salut YouTube, bien? C'est Will et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Vieux Caillou. Oui, je sais, tout a encore changé, mais c'est une vidéo spéciale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une optique que je vais vous présenter depuis longtemps, car c'est clairement un des bijoux de ma collection. C'est l'Iskorama Press 36 B-Roll. Avant de parler de l'optique, on va digresser un peu, hein. No, God, please, no! Si. Un des premiers cas pratiques de l'utilisation de l'anamorphose, c'était pendant la Première Guerre mondiale. En fait, pour augmenter l'angle de vue des chars d'assaut, sans exposer davantage l'opérateur, l'image était comprimée par l'objectif d'un périscope, puis décompressée dans l'oculaire. Plus grand champ de vision, sans s'exposer. Après ça, 1926 et cocorico. Okay, boomer. Un Français, Henri Chrétien, a repris le procédé pour son hypergonard. Il a ensuite cédé son brevet à la 20th Century Fox pour une exploitation commerciale. Le procédé était simple et retenez bien parce que c'est important pour la suite de la vidéo. Au moyen d'une optique aux lentilles ovales, on squeeze l'image sur la pellicule 4/3 de l'époque, puis en montant ce qu'on appelle des scopes, sur les projecteurs des cinémas, on restitue une image panoramique. On n'a changé ni les caméras, ni les projecteurs. Pour le milieu du cinéma, c'était tout bénef, parce qu'avant l'anamorphique, le format cinéma dit académique, il avait un ratio de 1.37 pour 1. C'est à peine plus large qu'un 4/3. Et d'un coup, le cinéma aurait changé pour utiliser une technologie presque bizarre, avec des optiques qui sont plus chères, plus complexes et surtout moins lumineuses. La vérité, c'est que le monde du cinéma, il n'a pas eu le choix. Avec la démocratisation de la télévision, le cinéma avait besoin de proposer quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir avec les télévisions 4/3 de l'époque. En fait, il avait besoin de redevenir attractif. Aujourd'hui, il y a plein de moyens de monétiser un film. Sortie en salle, vente en Blu-ray, plateforme de streaming. Mais à l'époque, c'était les salles obscures et c'était à peu près tout. Après le box-office, c'était le désert financier pour un film. Le cinéma a beaucoup changé avec l'âge d'or des images panoramiques. Cette époque, elle a lentement pavé la voie à un cinéma grand spectacle que j'adore personnellement. Une partie des films hollywoodiens qu'on connaît aujourd'hui, ils sont un héritage direct de cette période. Vous savez, les fameux blockbusters, Jaws ou Les Dents de la Mer, qui est souvent vu comme le premier de ce genre, il a été filmé en anamorphique. Si je parle de grandes années, d'âge d'or et même d'héritage, c'est que l'anamorphique a aussi connu une période de déclin. Dans les années 90, les grandes productions tournent le dos à l'anamorphique. C'est coûteux en post-prod et c'est surtout concurrencé par de nouveaux moyens d'obtenir une image large. Comme l'arrivée sur le marché des pellicules Super 35. Il a fallu attendre une nouvelle génération de vidéastes comme J.J. Abrams, avec Super 8 notamment, Christopher Nolan, qui s'en est servi sur Batman et sur plein de ses projets, ou même Michael Bay, pour voir l'anamorphique reprendre sa place. Aujourd'hui, beaucoup de vidéastes et d'amateurs de ciné aiment le look anamorphique. Mais c'est quoi exactement le look anamorphique? J'imagine que vous avez bien compris, le but principal, c'est le ratio. Une image large, panoramique, qui en met plein la vue. Vous savez, les fameuses bandes noires, c'est né avec l'anamorphique. Les valeurs d'élargissement des optiques anamorphiques, elles sont notées comme ça. Plus la valeur est grande, plus l'image est panoramique. Mais attention, c'est pas la ratio finale de l'image. Si je prends une optique anamorphique de facteur 2x et que je l'applique sur une pellicule 4/3, j'obtiens une image avec un ratio de 2,66 pour 1. Ces ratios, ils portent des noms que vous avez sûrement déjà entendus. Cinémascope, MGM Camera 65. Celui-là, il vous dit rien? Et si je vous dis Bénure? Ou même le Super Panavision 70, qui a été déterré spécialement pour The Hateful Eight de Quentin Tarantino. Avant de vous en dire plus, moi je vais passer derrière la caméra. Je vous emmène un peu partout. On va aller en Suisse, en Fashion Week et à la découverte de voitures anciennes. Allez, c'est parti!
J'espère que les images vous ont plu, mais tout ça c'est bien joli. Malheureusement aujourd'hui l'anamorphique souffre d'un défaut majeur, c'est son coût. Beaucoup de gens aiment ce rendu, et d'Hollywood à Netflix, de plus en plus de productions modernes sont tournées en anamorphique. Le problème, c'est que les optiques anamorphiques, elles sont parmi les plus chères du marché. On arrive facile à une dizaine de milliers d'euros pour une seule optique. Un set complet peut atteindre le demi-million d'euros. Et les Panavision, vous ne pouvez pas les acheter, elles ne sont même pas à vendre. Mais le hasard fait bien les choses. Vous allez voir, on va fermer la boucle. Vous vous souvenez, le procédé anamorphique. Il vise à déformer, puis reformer l'image. Et c'est cette partie qui nous intéresse. Les cinémas étaient équipés d'optiques anamorphiques, qu'on appelait des scopes, qui permettaient de rétablir le format de l'image sur les films tournés en anamorphique. Et avec l'arrivée du Super 35 et plus récemment des projecteurs numériques, ces scopes, ils avaient plus d'utilité. Au mieux, les cinémas les mettaient au placard, au pire, ils les vendaient. Les vidéastes amateurs du monde entier ont racheté ces optiques, souvent pour une bouchée de pain, pour les utiliser ensuite sur des setups parfois complètement alambiqués, mais qui permettaient d'avoir un rendu anamorphique et pour pas cher. Vous avez sûrement noté, je parle souvent de scope et pas d'optique, parce que ces cailloux, ils sont pas autonomes. Il leur faut ce qu'on appelle une taking lens, ou qu'on pourrait traduire optique receveuse. Elle définit la focale. On place devant notre scope anamorphique et tada, une image anamorphosée. Bon, et l'Iscorama dans tout ça? Contrairement à la plupart des scopes, celui-ci ne vient pas d'un cinéma. Sa gamme a été manufacturée à partir de 1968, spécialement pour la prise de vue photographique anamorphosée. Il était fourni avec une 50 mm, montée M42 ou Nikon F. C'est un peu la toute première taking lens. Personnellement, je m'en sers pas parce que son rendu est pas terrible, voire nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Et oui, c'est pas donné à tout le monde de faire une bonne 50 mm. En taking lens, j'ai assemblé mon propre set d'optiques. On y retrouve un Minolta 45 mm, un Helios 44-2, un Jupiter 9 de 85 mm et un Tahir 11 de 135 mm. Ça me permet de couvrir à peu près tous les besoins d'une petite production cinématographique. À part le Minolta, c'est toutes des optiques soviétiques. Elles valent pas grand chose, mais j'y suis particulièrement attaché. L'Iscorama Pre 36 a un facteur anamorphique de 1.5x, ce qui le rend parfait pour une utilisation avec des caméras qui tournent en 16/9 ou DCI. Et il est simple coating. L'intérêt du coating simple, c'est de permettre d'avoir des flares qui sont particulièrement prononcés et jolis. Ceux de l'Iscorama sont légèrement ambrés et ils apparaissent sans trop forcer. Autre particularité de l'Iscorama Pre 36 par rapport à l'ensemble des scopes, il est single focus. Et oui, comme il ne vient pas d'un cinéma et qu'il a été pensé pour la prise de vue, sa taking lens est simplement bloquée sur l'infini, donc n'importe quelle autre optique bloquée sur l'infini fonctionnera avec. Malgré des avantages certains, l'Iscorama n'échappe pas à certains défauts de ce genre de setup anamorphique DIY, notamment la mise au point à courte distance. Dans le cas de l'Iscorama, on est sur à peu près 2 mètres. Pour pallier à ça, je fais comme tout le monde, j'utilise des dioptres. Si tu veux qu'on en parle davantage dans une vidéo, laisse un commentaire. Donc il y a vraiment un personnage redondant? Mais c'est super original, Will! On pourrait décrire les dioptres comme des filtres rendant votre optique myope. Je sais que c'est réducteur, mais c'est clairement le cas. Je vous montre. On va partir d'une mise au point sur le sujet du fond, et on va essayer de se rapprocher sur le sujet au premier plan. Maintenant, si j'ajoute un dioptre, j'ai le point. L'anamorphique, c'est devenu un petit peu une addiction pour moi. J'aime filmer tout et parfois n'importe quoi avec ce rendu, et j'espère que cette vidéo, elle vous donnera envie de vous plonger dans cet univers. Ces optiques, elles sont très intéressantes à utiliser, et leur rendu est spectaculaire. Aujourd'hui, pour une centaine d'euros, vous pouvez trouver un scope anamorphique sur eBay. Tentez l'aventure! Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. L'anamorphique, c'est un sujet particulièrement dense, donc je pense déjà faire une deuxième vidéo, qui serait un peu le premier hors-série de ce format, vieux caillou. Je sais que je suis pas très productif. Et on n'est qu'à la 3e vidéo. Je suis toujours très novice sur YouTube, donc n'hésite pas à me laisser en commentaire ce qui pourrait être amélioré sur ce format et sur mes vidéos. Allez, salut!